Bienvenue à cette commission de la sécurité publique pour effectuer le suivi de notre rencontre du mois de mars dernier avec le service de police. Alors, je me présente, Annie Sanson, vous me connaissez, on est comme entre nous, Annie Sanson, vice-présidente du comité exécutif responsable des dossiers de sécurité et services aux citoyens et maire de l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel, Parc Extension. Je suis également aussi présidente de la commission. La Commission de la sécurité publique procède cet avant-midi à l'étude publique de la mise en œuvre du plan pour assurer et améliorer le lien de confiance entre les citoyens et le SPVM, donc rencontre de suivi. La dernière rencontre avait eu lieu au mois de mars, donc on avait dit qu'on se rencontrait ce matin pour voir l'évolution de cette étude et de votre plan d'action. C'est ce qu'on va faire dans les prochaines minutes. Mais avant de commencer, vous allez me permettre de présenter les membres de la commission qui sont avec nous ce matin. Donc, à ma gauche immédiate, M. Alex Norris, conseiller de l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal et vice-président de la commission. À ma droite immédiate, mon autre vice-président, M. Philippe Roy, maire de l'arrondissement de Mont-Royal. Ville, Mont-Royal. Ville, pardon. Ville, Mont-Royal. Et mon voisin d'arrondissement. À ma gauche, à mon extrême gauche, M. Gilles Désiel, conseiller de l'arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles. À ma droite, rapproché, M. Richard Selzy, conseiller dans Mercier-Hochelaga Maisonneuve. Et à mon extrême droite, Marie-Ève Brunet, conseillère dans l'arrondissement de Verdun. C'est bon. Est-ce que, avant de continuer, évidemment, je tiens à saluer et remercier pour leur présence, évidemment, le directeur du service de police de Montréal, qui est M. Pichet, et toute son équipe. Et vous allez prendre le temps maintenant de nous présenter les gens qui vous accompagnent avant de continuer. La parole est à vous. Oui, bon matin, Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les commissaires, chers concitoyens. Aujourd'hui, je suis accompagné du directeur adjoint Didier Doramont, qui est chef de la direction des opérations, du directeur adjoint Simonette Abarth, qui est chef de la direction stratégique, Daniel Touchette, assistant directeur aussi à la direction stratégique, José Blais, inspecteur-chef à la direction stratégique, Estelle Landry, commandant à la direction stratégique, Valérie Courville, Martel, excusez, qui travaille aussi à la direction. Ça fait doit pas faire longtemps qu'elle travaille avec nous. Hein? Et aussi Richard Leblanc, qui travaille au service des communications. Merci. Donc, avant d'adopter l'ordre du jour et d'annoncer formellement l'étude publique, je dois vous parler un peu de comment ça va se passer ce matin. Donc, M. Pichet va faire la présentation du plan d'action mis à jour pour une période d'à peu près 45 minutes. La période de présentation sera suivie d'une période de questions des citoyens. J'ai 2 citoyens d'inscrits. Par la suite, il y aura période de questions et commentaires des membres de la commission. Et après ça, nous allons pouvoir continuer et fermer l'Assemblée. Donc, adoption de l'ordre du jour, j'ai besoin d'un proposeur. M. Norris, qui veut peser sur le piton. Donc, M. Norris va proposer. Oui, je propose, mais je suggère qu'on permette à toutes les personnes présentes de poser des questions, même s'ils ne sont pas inscrits. C'est une période de citoyens. Si les citoyens veulent poser des questions, actuellement, ils pourront les poser, les citoyens. Alors, donc, ordre du jour adopté, appuyé par M. Norris, secondé par M. Désiel. Le point 3, adoption des procès-verbaux de la séance publique de la commission qui s'est tenue le 7 et le 12 décembre 2016. M. Norris, Mme Brunet, étiez-vous là? Oui, je suis là, mais je suis surprise parce que c'est comme si j'avais posé aucune question de toute la séance. Ce qui est bizarre. C'est très bizarre. Donc, M. Schelzy, vous étiez là, vous? Moi, j'étais là. Donc, les deux vont adopter. Vous allez vérifier s'ils étaient présents, s'il vous plaît. Donc, maintenant, à titre de responsable de sécurité publique à la Ville, c'est un honneur pour moi de vous accueillir dans cette salle afin que vous puissiez prendre connaissance des actions posées par le SPVM pour donner suite au plan pour assurer et améliorer le lien de la confiance entre les citoyens et le SPVM. Permettez-moi aussi de vous rappeler le contexte dans lequel ce rapport a été produit. Au cours des derniers mois, Au cours des derniers mois, certaines allégations de nature criminelle au sein du SPVM ont été relatées dans les médias. Plusieurs mesures ont depuis été annoncées par le ministre de la Sécurité publique, M. Coiteux, pour faire la lumière sur les événements, notamment une enquête administrative sur les pratiques en matière d'enquête interne au SPVM
et de dépôt par le directeur du SPVM d'un rapport sur les mesures qu'il entend prendre pour assurer la saine gestion de son corps policier. Il faut se rappeler dans le temps là, comment ça avait été fait. Ce rapport a été ensuite approuvé par le ministre de la Sécurité publique, présenté à la Commission de la Sécurité publique en séance publique le 31 mars dernier. Les citoyens avaient pu alors en prendre connaissance et poser des questions au SPVM. Aujourd'hui, le SPVM vient nous présenter publiquement les suites concrètes qui ont été données à ce rapport, tel qu'entendu lors de la dernière rencontre. Alors, sans plus tarder, j'invite le directeur du SPVM, M. Pichet, à présenter son rapport. Merci, Madame la Présidente. Donc, encore une fois, bon matin à tout le monde. Le service de police de la Ville de Montréal vous présente ce matin la mise à jour de son plan d'action visant à rassurer et à améliorer la confiance des citoyens envers le SPVM. Il s'agit en fait de la mise à jour du plan d'action déposé ici même le 31 mars dernier. Je peux vous assurer que l'ensemble de ces mesures vont effectivement rassurer la population sur la probité du personnel et sur son engagement à la servir avec respect et intégrité. Je crois important, avant de commencer la présentation, de préciser, bien sûr, que les mesures dans le plan sont destinées à l'interne, puisqu'il y a des correctifs que nous devons apporter dans notre fonctionnement, toujours dans une optique d'amélioration continue. Les mesures ne s'adressent donc pas directement aux citoyens, mais l'ensemble des correctifs apportés pointent dans la direction d'une organisation mieux structurée en qui la population peut avoir confiance. Nous sommes aussi conscients qu'avec plus d'1 million d'interventions par année, qu'il s'agisse d'une simple opération de sécurité routière ou d'une arrestation, nous devons mériter cette confiance à chaque jour et dans chacun de nos gestes. Tout notre plan d'action repose sur 3 piliers. Premièrement, la transformation de la culture policière au SPVM. Deuxièmement, le renforcement de la gouvernance. Et troisièmement, la consolidation de la structure organisationnelle. Pour bien comprendre comment s'imbriquent les éléments du plan d'action les uns dans les autres, revenons brièvement sur les grands objectifs. Premièrement, nous allons identifier quelles sont les actions individuelles et collectives qui ont une influence positive ou négative sur la poursuite adéquate des activités d'enquête. Deuxièmement, nous poserons un regard plus analytique sur les processus de gestion en général afin de mieux cerner les enjeux de gouvernance et de culture. Et troisièmement, nous allons effectuer les changements organisationnels nécessaires à la cohérence et à l'efficience de la livraison des services policiers. La toile de fond de tout ceci est la transparence dans nos actions et notre présence ici aujourd'hui pour faire cette présentation en est un exemple. C'était vraiment important pour nous de pouvoir être accompagnés avec la CSP pour pouvoir vous présenter de manière transparente à vous ainsi qu'aux citoyens ce que le SPVM fait dans son plan d'action. Pour faciliter la compréhension des mises à jour que je vais vous présenter, voici comment est conçu le plan d'action. Les mandats sont numérotés de 1 à 38 et ils sont séparés en 4 sections, soit l'accompagnement externe, la gouvernance, les affaires internes et les autres actions. Je vais vous présenter chaque mandat individuellement par ordre numérique dans chaque section. Par exemple, le mandat 1 est dans la section accompagnement externe, les mandats 2 à 6 dans la section gouvernance, les mandats 7 à 15 dans la section affaires internes et les mandats 16 à 38 se retrouvent dans la section autres actions. Pour réaliser ces mandats, le SPVM compte sur son état-major qui sont responsables de chacune partie de mandat qui vont voir au suivi de ces derniers. Donc, on a ici l'assistant directeur Daniel Touchette qui est en charge d'effectuer le suivi et qui mandate les autres membres du comité de direction pour s'assurer que nous menions à terme notre plan d'action. À chaque étape, nous présentons les changements réalisés ici devant la CSP ainsi qu'au ministre de la Sécurité publique. Bien sûr, informer les citoyens est notre priorité puisque c'est à eux que s'adresse ce plan. Nous allons donc mettre à contribution notre réseau de sécurité du SPVM pour rejoindre le plus grand nombre de citoyens dans les quartiers. Je vais expliquer plus en détail ce qu'est le réseau de la sécurité un peu plus loin dans la présentation. Depuis notre présentation du 31 mars, nous avons complété 3 dossiers supplémentaires. Il y en a 11 de plus qui sont en cours et on a 4 dossiers en préparation au lieu des 18 du début. À chaque mandat, vous allez voir à l'écran son statut, c'est-à-dire s'il est complété, en cours ou en préparation. Passons maintenant à la première section, c'est-à-dire l'accompagnement externe. Le mandat numéro 1 est de procéder à un diagnostic ciblé en éthique sur la régularisation des comportements. C'est un mandat qui est toujours en cours.
Et suite au retrait de notre premier consultant, nous avons consulté la Ville, le gouvernement du Québec, la Commission municipale du Québec, des universités et les HEC de l'Université de Montréal. Comme vous le voyez, nous avons fait plusieurs démarches et avec tout ce travail, nous sommes très confiants de pouvoir recruter un expert en éthique qui va nous accompagner dans cette démarche. La régularisation éthique des comportements est très certainement le point de départ du professionnalisme dans le travail policier et donc de la confiance des citoyens envers nous. Comme vous le voyez à l'écran, lorsque cet expert en éthique aura été recruté, il posera son diagnostic et nous analyserons les conclusions. Nous arrivons à la deuxième section, celle de la gouvernance, soit les mandats 2 à 6. Si vous le voulez bien, je passe rapidement sur le mandat numéro 2 parce qu'on a déjà parlé de la révision de notre structure organisationnelle lors de la présentation du 31 mars et que ce mandat est terminé. Donc, passons au mandat numéro 3 qui est en cours, celui soit poursuivre les travaux de la modernisation de l'offre de service. Cette modernisation s'inscrit comme une activité importante du plan stratégique 2020. C'est un mandat qui vise simultanément plusieurs éléments. J'attire votre attention sur le premier point, qui est l'embauche de 55 personnes supplémentaires dans l'organisation, soit 34 policiers et 21 civils. Ces embauches sont nécessaires pour suivre l'évolution des grands enjeux de la criminalité émergente, comme la cybercriminalité. On voit aussi dans le mandat numéro 3 que nous étudions une nouvelle façon d'analyser le renseignement criminel que nous obtenons et que le comité de direction du SPVM va se prononcer bientôt là-dessus. Il y a aussi le guide d'accompagnement pour l'identification des comportements à risque, qui est un élément important dans la modernisation de l'offre de services. Puisque 738 sergents et commandants vont recevoir cette formation, nous prévoyons que celle-ci se terminera à la fin de 2018. J'aurai l'occasion de revenir un peu plus tard sur le guide. Il y a aussi l'organisation d'activités de valorisation et de reconnaissance du personnel destinées à améliorer le sentiment d'appartenance qui est prévu. Voyons maintenant le mandat 4.1 qui est en préparation et qui vise à réunir dans une même division les affaires internes, la division de la sécurité et de l'intégrité et le module de l'éthique. La première étape sera d'évaluer la responsabilité de chacune de ces 3 unités en termes de régulation des comportements du personnel policier et civil au SPVM. On va aussi analyser comment on pourrait les fusionner et finalement faire des recommandations. Puisqu'il est question ici des affaires internes, on va bien sûr attendre le rapport du commissaire nommé par Québec, Maître Michel Bouchard, qui a le mandat de venir enquêter sur les pratiques ayant cours en matière d'enquête interne au SPVM, notamment sur la gestion, l'encadrement, les processus et les difficultés liées à ce type d'enquête. Nous avons rencontré Maître Bouchard il y a quelques semaines pour discuter du dossier avec lui. Le mandat 4.2, aussi en préparation, est de croiser les données provenant de différentes sources afin de mieux connaître, comprendre et intervenir auprès du personnel présentant des comportements problématiques ou à risque de l'être. En fait, ce mandat vise à améliorer les pratiques policières qui génèrent des plaintes de la part des citoyens, des gestionnaires ou des collègues par la production de données concluantes. C'est évidemment l'une des principales façons de rassurer la population sur la qualité du travail de nos policiers. On va regarder les données qu'on possède, les analyser selon une grille préalablement déterminée, ce qui va nous donner un portrait de la situation en croisant les données. Le mandat suivant, le numéro 5, qu'on vient tout juste de compléter, était de mettre en place un plan de communication qui vise à faire connaître les activités réalisées au présent plan, visant à améliorer le lien de confiance des citoyens envers le SPVM et à augmenter le sentiment d'appartenance du personnel. Ce plan de communication est prêt et il est en place pour soutenir la présentation de ce matin, autant en termes de communication interne que de relations de presse et d'utilisation des réseaux sociaux. Le plan de communication prévoit aussi une rencontre avec des groupes de citoyens dans les quartiers et aussi nos partenaires. Le mandat numéro 6 qui est en cours a pour but de développer un mode de gestion supportant plutôt qu'encadrant par le biais de différents outils. Avec ce mandat, ce que nous voulons faire, c'est d'accompagner les cadres dans la préparation de leur objectif de performance pour qu'il y ait cohésion dans le travail de tout le monde, ce qui va aider à atteindre nos objectifs organisationnels en regard du plan stratégique 2020. Depuis notre présentation du 31 mars dernier, nous avons ajouté la création d'un programme de mentorat pour les cadres intermédiaires, programme qui est actuellement en développement. On arrive maintenant à la 3e section, celle destinée à régler
le dysfonctionnement aux affaires internes, soit les mandats 7 à 15. Je tiens tout de suite à dire que pour la réalisation de tous ces mandats, on va tenir compte du rapport du commissaire Bouchard puisqu'il s'agit des affaires internes. Le rapport du commissaire Bouchard devrait être déposé en septembre prochain. Je passe sur le mandat numéro 7 parce que le transfert de ces dossiers est terminé. Par contre, je vais être très clair car il y a d'autres dossiers qui ont été transférés à la SQ qu'on va voir dans le prochain mandat et je veux que les citoyens comprennent la différence entre les deux. D'abord, le mandat numéro 7 dont on parle actuellement fait suite à un reportage télé qui a été diffusé le 21 février dernier et qui avait provoqué de nombreuses réactions. Dans ce reportage, il a été question de différents dossiers et c'est à la suite de ce reportage que j'ai demandé à la SQ de mener une enquête dans 3 cas spécifiques. C'est une question de crédibilité et de confiance pour nous. On arrive au mandat numéro 8 qui est complété et qui était de transférer tous les dossiers d'enquête spéciale à la Sûreté du Québec à la suite de l'annonce par le ministre de la création d'une équipe mixte d'enquête ainsi que la nomination d'un commissaire. Madame la Présidente, le mandat numéro 8 ne vise pas les 3 cas dont on parlait au mandat numéro 7, mais inclut plutôt la gestion quotidienne de nos dossiers et certains dossiers du passé. Pour la période de 2010 à 2017, donc c'est une période de 8 ans, il y a un peu plus de 900 dossiers qui ont été transférés. Tous ces dossiers sont dorénavant traités par la SQ et non plus par le SPVM. On arrive au mandat numéro 9 qui prévoit que nous allons étalonner les pratiques d'enquête interne à partir d'un sondage dans le réseau de l'Association canadienne des chefs de police pour les services de police canadiens. C'est un mandat très important parce qu'on veut connaître quelles sont les meilleures pratiques en matière de gestion des dossiers des affaires internes ailleurs au pays. Cet étalonnage va aussi nous servir pour d'autres mandats que nous allons voir un peu plus loin. Vous allez donc réentendre le mot étalonnage à quelques reprises dans ma présentation, mais on fera toujours référence au même étalonnage dont il est question ici. Cet étalonnage, le terme familier en anglais benchmarking, va prendre la forme d'un sondage. On a identifié nos besoins, le questionnaire est prêt et il sera envoyé sous peu à l'Association canadienne des chefs de police. Dans le mandat 10, qui est en préparation, nous allons analyser la structure de la division des affaires internes et réviser les besoins en ressources humaines et les compétences requises par fonction. Dans ce mandat, en plus d'ajouter la fonction de contrôleur en enquête, ce qui n'existe pas actuellement, on va revoir tout le processus de sélection des enquêteurs et leur plan de développement professionnel. Bien sûr, on va tenir compte des travaux de la Commission Chamberlain sur la protection de la confidentialité des sources journalistiques dans les enquêtes policières et du rapport que va déposer le commissaire Michel Bouchard, comme je le disais tantôt. Passons au mandat numéro 11, qui est de réviser les politiques, les processus et les procédures d'enquête interne et d'enquête spéciale, ainsi que tous les outils disponibles. C'est un mandat qui est en cours et qui se basera, entre autres, sur l'étalonnage dont je viens de parler. Le rapport du commissaire Bouchard et celui de la Commission Chamberlain seront ici aussi des facteurs déterminants. Nous arrivons au mandat numéro 12, qui prévoit que nous allons implanter un comité de suivi des dossiers visant une gestion transparente des plaintes. Je tiens à préciser tout de suite que quand on parle de plaintes dans ce cas-ci, on parle de plaintes contre des policiers et non pas des plaintes concernant les opérations ou l'administration en général du SPVM. Le comité qu'on va mettre sur pied sera constitué de 2 cadres des affaires internes et de 3 cadres provenant de chacune des 3 directions. Le mandat de ce comité sera d'établir les paramètres du suivi des dossiers parce qu'il y a des enjeux de confidentialité dans ces dossiers. Mais on tient quand même à la transparence du processus. C'est pour cette raison que des cadres des 3 directions siégeront au comité avec les cadres des affaires internes. La première rencontre de travail aura bientôt lieu. Le mandat 13 vient d'être complété. C'était implanter le programme de supervision directe développé par le SPVM avec une firme externe visant à améliorer la performance de gestion de tous les niveaux. La supervision directe est un mode de planification et de suivi systémique du travail du personnel. On vient de l'implanter aux affaires internes, tout comme dans le reste des unités du SPVM. Je vous dirais, Madame la Présidente, que ces mesures, même si elles sont internes, sont très importantes pour les citoyens parce que le resserrement de la supervision et des mesures de contrôle à tous les niveaux, c'est l'élément de base pour assurer la population sur la qualité de notre travail.
Depuis le début, je vous parle de l'importance de l'intégrité pour maintenir la confiance des citoyens. En voici un bel exemple. Le mandat 14, c'est de réviser le code de discipline qui ne tient plus compte de la réalité d'aujourd'hui. On voit à l'écran qu'il a été révisé en 2015, ce qui fait à peine 2 ans. Sauf que le processus pour nous rendre jusqu'à cette approbation a été long et complexe et a débuté bien avant 2015. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on doit à nouveau apporter des changements pour s'adapter à la réalité sociale et juridique d'aujourd'hui. Je vous donne des exemples. À l'article 2 du Code de discipline, il est écrit que le policier doit respecter son serment professionnel de loyauté et d'allégeance et son serment de discrétion, ce qui veut notamment dire assurer la confidentialité de toute information relative aux enquêtes ou aux activités du service de police et obtenue dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. Aujourd'hui, avec l'explosion des nouvelles technologies et la popularité des réseaux sociaux, on se dit qu'il faut envisager d'inclure, dans la continuité de cet article, la divulgation d'informations ou même de commentaires via les réseaux sociaux, parce que ça pourrait représenter un bris du serment de loyauté. On sait bien que les réseaux sociaux n'existent pas depuis hier, mais lors de la dernière révision, cet enjeu ne faisait pas partie du paysage. Un autre exemple, à l'article 3 du Code, il est écrit que le policier doit rendre compte sur demande du directeur ou d'un officier de ses activités pendant les heures de travail ou en dehors des heures de travail lorsqu'il agit ou s'identifie à titre de policier. Par rapport à cet article, on croit qu'il faut préciser que s'afficher de près ou de loin sur les réseaux sociaux en tant qu'employé du SPVM, photo ou statut, représente une identification à titre de policier pour l'ensemble d'un site ou d'un compte. Par exemple, sur Facebook, une photo en uniforme entraîne l'obligation de probité et de discrétion pour l'ensemble des commentaires sur ce site. Dernier exemple, le paragraphe 6 de l'article 6 du Code de discipline dit qu'un policier doit s'abstenir d'exploiter un commerce, d'occuper un emploi, d'exercer un métier ou une activité ou d'avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise qui serait de nature à compromettre son indépendance ou celle du service de police ou à diminuer son rendement pendant les heures de travail, notamment chauffeur de taxi ou propriétaire ou exploitant d'un taxi sur le territoire de la ville. Nous voulons inclure dans la prochaine version du Code tout emploi incluant les intermédiaires en ligne tels qu'Uber et les locations Airbnb sur le territoire desservi par le SPVM. J'ai d'autres exemples, mais je crois que tout le monde a compris qu'il y a une nouvelle réalité qui mérite une mise à jour du règlement sur la discipline. Passons au mandat numéro 15, qui est de préparer un plan de communication afin de faire connaître tous les aspects des activités réalisées dans ce présent volet des enquêtes internes. C'est un plan de communication spécifique qui va être produit parce qu'il sera très important que tout le personnel sache et comprenne tous les changements qui seront faits aux affaires internes d'ici quelques mois. On arrive à la 4e et dernière section de notre plan d'action, celle qui englobe tous les autres mandats, soit de 16 à 38. La création du module d'intervention et de soutien aux employés prévu au mandat 16 est déjà réalisée. Je veux par contre signaler que ce module a fait beaucoup de travail depuis sa création et qu'il vient de créer des outils de travail comme le guide d'accompagnement pour l'identification des comportements à risque. C'est le guide destiné aux gestionnaires dont je parlais tantôt. Je veux aussi souligner que depuis sa création, le module travaille en collaboration avec différentes unités internes en éthique, en ressources humaines ou en formation afin de mieux accompagner les employés qui ont besoin de soutien. Depuis janvier 2015, il y a 136 signalements qui ont été faits à ce module, donc presque les 2/3, 62 %, sont dans la catégorie que nous appelons compétences et pratiques professionnelles contre-productives. Je vous donne un exemple. Un gestionnaire remarque un changement de comportement chez un employé. Celui-ci est en retard, ne rentre pas avec une mise soignée comme d'habitude et il a parfois la mèche courte. L'employé fonctionne encore au plan du travail, mais il y a une nette différence au niveau du savoir-être. Le gestionnaire observe des symptômes. Le support offert par le MISE au gestionnaire lui permet d'évaluer ce qui sous-tend ces symptômes pour identifier par différents moyens quelles en sont les causes et élaborer une stratégie pour que le gestionnaire puisse intervenir et supporter l'employé. Les autres cas signalés touchent principalement l'emploi inapproprié de la force. Regardons maintenant le mandat 17, qui est complété et qui était de mettre en place un processus d'autorisation à l'embauche permettant au SPVM d'enquêter l'employé de nouveau tous les 5 ans pour les postes sensibles ou tous les 10 ans pour les autres postes ou lorsqu'une situation le requiert.
C'est un mandat très sensible pour 2 raisons. La première, c'est que ça doit se faire dans le respect du personnel pour qu'ils comprennent que les données et les informations qu'ils possèdent sont hautement confidentielles. Et la deuxième raison est en lien direct avec la première, la fuite d'informations secrètes ou confidentielles, qu'elles se fassent dans les médias ou en privé, est une entorse majeure au lien de confiance qui doit exister entre les citoyens, les victimes, les plaignants ou les témoins. Le mandat 18 est une continuité du mandat précédent, mais touche spécifiquement les postes sensibles, surtout dans le domaine des enquêtes. La liste de ces postes est en cours de révision. Le mandat 19 dit que nous allons implanter le guide d'accompagnement pour l'identification des comportements à risque et leur prise en charge. C'est le guide d'accompagnement dont je vous parlais au mandat numéro 16. C'est notre unité appelée Module d'intervention et de soutien aux employés qui s'en charge. J'aimerais apporter une précision par rapport au mandat 20 que nous voyons actuellement à l'écran. La nuance est qu'en ce moment, nous travaillons avec une conseillère en éthique et non un module éthique. Par contre, comme on l'a vu en début de présentation, nous comptons sur les travaux de l'expert en éthique pour nous conseiller sur la remise en marche d'un module en éthique au sein de notre organisation. Je veux aussi dire que la diffusion de ces séances de formation est actuellement en cours auprès de 192 employés et que tous les policiers vont être sensibilisés à ce sujet. Le mandat 21 est bien entendu la suite du mandat précédent. La mise en ligne de cette page intranet est prête. Il nous reste à mettre à jour le contenu en lien avec les travaux de l'expert en éthique. Pour ce qui est du mandat 22, soit de mettre en place des services partagés d'enquête qui visent à assurer une cohérence et une meilleure coordination des priorités et activités d'enquête, on voit à l'écran les gains qui sont prévisibles, mais j'aimerais vous donner des exemples concrets de ce que ça veut dire dans nos opérations et pour les citoyens. Quand on écrit qu'il y aura plus de flexibilité dans l'utilisation des ressources, qu'il y aura un meilleur partage des expertises et une réorganisation des horaires de travail, ça veut dire que nous disposerons de plus d'enquêteurs pour intervenir sur le terrain lorsqu'il y a des crimes majeurs, donc plus de personnel pour faire certaines enquêtes majeures. Concrètement, cette réorganisation veut aussi dire des interventions plus ciblées, comme plus de visites dans les bars et la fermeture plus rapide de bars clandestins, comme on l'a vu la semaine dernière avec la fermeture de 2 bars clandestins à la Chine. Pour le mandat 23, que nous voyons à l'écran, on comprend que la mise en place de la supervision directe aux enquêtes est très avancée. À ce stade-ci, il faut simplement qu'on évalue l'impact de l'implantation de la supervision directe au service des enquêtes spécialisées et aux affaires internes et qu'on s'assure que le tout se fasse de manière durable. Le mandat 24 aborde les mesures à mettre en place afin que les gestionnaires soient informés des cas de parjure par leur personnel et en faire le suivi qui s'impose. C'est un sujet très délicat, mais on l'aborde en faisant le lien avec ce qui se fait en matière de dénonciation d'allégations de parjure par le système judiciaire et on harmonise nos pratiques avec nos partenaires de justice. On va en informer nos gestionnaires et tout le personnel. Encore une fois ici, la confiance des citoyens envers notre organisation est au cœur du sujet. C'est la même chose avec le mandat 25, où il est question des moyens de détecter et de dénoncer des situations de fabrication de la preuve. La création du poste de coordonnateur aux enquêtes va faciliter cette détection. En tant que directeur, je tiens à dire à tous les membres de la commission et à tous ceux qui nous écoutent que ce sujet est extrêmement important pour moi parce que, comme le sujet précédent sur les cas de parjure, c'est un sujet vital pour maintenir, encore une fois, la confiance des citoyens envers nous. Alors, nous allons tout mettre en œuvre pour freiner ces gestes totalement inacceptables. Nous sommes rendus au mandat 26, qui est de mettre en place une procédure afin que l'interception des communications d'un avocat, notaire, juge, élu ou journaliste fasse l'objet d'un rapport immédiat au directeur du SPVM. En fait, la mesure est en place depuis le 3 novembre dernier, mais elle se retrouve dans une note de service. Ce que vise à faire ce mandat, c'est de formaliser le tout dans une procédure en bonne et due forme qui est actuellement en préparation. Bien sûr, la rédaction de cette procédure va tenir compte du rapport de la commission Chamberlain qui est prévu pour mars 2018. Maintenant, regardons le mandat 27, qui est un mandat complété. Ce mandat était de mettre en place l'outil de suivi du traitement des événements enquêtés afin d'informer le citoyen de l'évolution de son dossier à chaque étape. Sur la diapo que nous voyons à l'écran, nous avons pris soin d'indiquer que le mot « tracking » doit être compris dans le sens de suivi du dossier.
En fait, pour être concret, nous avons créé un outil informatique capable de rassembler toute l'information pertinente qui peut se trouver à différents endroits dans nos fichiers et de transmettre cette information aux plaignants par courriel afin de les tenir informés du suivi de son dossier. Le mandat 28, réviser l'application du processus complet de la gestion des contrôleurs de sources à tous les niveaux, est extrêmement important pour nos dossiers d'enquête, la qualité de nos interventions sur le terrain et la crédibilité de notre organisation. Quand on parle de nos contrôleurs de sources, on veut dire contrôleurs des informateurs. On est actuellement en train d'implanter une nouvelle base de données et nous effectuons actuellement des tests avec le fournisseur qui a été sélectionné. Le mandat 29 touche directement au sentiment d'appartenance du personnel car il doit disposer de moyens pour faire connaître ses réserves ou ses critiques sur des gestes ou des actions que ses collègues de travail dans son unité ou ailleurs pourraient poser ou ont déjà posées. Nous sommes à trouver les bonnes façons pour que ces critiques puissent être dirigées au bon endroit. Le mandat numéro 30 met sur pied un comité qui aura le mandat de réviser le processus de traitement de l'information confidentielle et secrète. Le traitement de cette information peut avoir des conséquences sérieuses sur la sécurité des individus. Il peut y avoir aussi un impact sur la confiance des citoyens envers la capacité du SPVM à gérer des situations délicates et à préserver des informations confidentielles. Passons au mandat 31. Ce mandat était de changer la gouvernance du service des communications pour relever de la direction du service, c'est-à-dire relever de mon bureau. Ce mandat est complété et tout est en place. Il ne manque que la nomination du directeur des communications, ce que nous allons voir dans la prochaine diapo. Madame la Présidente, le mandat 32 a fait beaucoup jaser ces derniers mois et vous me permettrez quelques mises au point. Premièrement, je suis très fier de dire qu'une cinquantaine de candidats se sont montrés intéressés par le poste de directeur des communications. Le concours se terminait vendredi dernier, le 9 juin, en même temps que pour le poste de chef de section, et une centaine de personnes ont posé leur candidature pour ce dernier poste. Ce sont des postes axés sur la gestion de la communication stratégique, l'accompagnement de nos unités dans leur activité de communication, les relations médias et une vigie des enjeux de communication. Évidemment, le processus de sélection va maintenant suivre son cours et on avait même des pré-entrevues qui se sont effectuées cette semaine. Mais je voulais surtout souligner que la communication au SPVM se fait de manière professionnelle dans le respect du droit des citoyens à savoir ce qui se passe dans notre organisation, bien sûr à l'intérieur des limites fixées par les lois. Passons maintenant au mandat 33, qui est de créer et utiliser le réseau de la sécurité afin de rassurer la population, les partenaires et les employés et poursuivre l'application de l'approche citoyen. On voit à l'écran une brève définition de ce qu'est le réseau de sécurité, mais j'aimerais apporter deux précisions. La première, c'est que la création de ce réseau repose sur une base très solide, c'est-à-dire les nombreux groupes de citoyens qui participent aux différents comités mis sur pied par les chefs des postes de quartier et qui sont en place depuis plusieurs années. Donc, il y avait déjà une partie du réseau en place au moment de sa création. Le vrai travail qui reste à faire est de connecter ces groupes de citoyens locaux avec le niveau de nos 4 divisions, et c'est justement l'autre précision que je voulais apporter. Il y a présentement 2 des 4 divisions qui ont déjà mis en place leur comité de liaison avec les postes de quartier. De ce côté, ça va donc bien. Le niveau stratégique corporatif est en révision parce qu'on veut revoir la composition de ce comité et son mandat. Mais il est surtout important de comprendre que le réseau de sécurité a 2 fonctions. Il agit en soutien lorsqu'il y a des situations locales qui demandent une intervention sur le terrain. Et c'est un canal de communication avec les citoyens pour à la fois entendre leurs préoccupations et leurs questions, mais aussi pour faire circuler dans la population des informations ou des projets que nous préparons. On peut se souvenir de ce qui s'est passé en janvier à Québec. On a utilisé notre réseau au niveau corporatif pour transformer des préoccupations en actions concrètes sur le terrain dans les différents PDQ. Ce sera une communication bidirectionnelle profitable pour les citoyens pour toutes les questions de sécurité publique ou pour tout autre sujet où le SPVM pourrait apporter sa contribution. Évidemment, ce sera un des canaux de communication que nous utiliserons pour faire connaître notre plan d'action chez les citoyens pour les rassurer. Le mandat 34 consiste à évaluer la performance du Bureau du service aux citoyens, le BSC, et de donner suite aux recommandations du rapport d'évaluation.
Je crois important de rappeler pour le bénéfice de tous que le Bureau du service aux citoyens canalise toutes les questions, les commentaires ou les plaintes reçues partout sur notre territoire, que ce soit dans les postes de quartier, le bureau du maire, les bureaux d'arrondissement et même à mon propre bureau. Comme l'indique ce mandat, nous avons analysé la performance du Bureau du service aux citoyens et il en est ressorti 3 recommandations. Conserver le bureau de service aux citoyens, ce que nous ferons, s'assurer que les pratiques soient davantage orientées vers la détection des comportements inappropriés, ce que nous sommes en train de faire, et accroître le potentiel du bureau de service aux citoyens grâce au croisement des données, ce qui a déjà été réalisé. Il y a 2 des 3 points à améliorer qui sont donc réglés. On évalue actuellement la possibilité d'arrimer le Bureau du service aux citoyens avec le Bureau d'appréciation des citoyens. Ils ne jouent pas exactement le même rôle, mais c'est un rôle complémentaire. C'est pour ça qu'on réfléchit à un arrimage entre les deux. Brièvement, juste vous dire que le Bureau d'appréciation des citoyens, c'est des appels qui se font chez les citoyens qui ont eu une interaction avec des policiers. Donc, suite à des appels, il y a des gens chez nous qui appellent chez les citoyens pour avoir un feedback sur les différentes interventions. Le mandat de 35, que nous avons présenté le 31 mars dernier, était d'assurer la transparence de comblement des fonctions spécifiques par la mise en place d'examens écrits comportant un volet intégrité et éthique et par le respect de l'ensemble des prérequis nécessaires à la fonction. Vous remarquerez au premier paragraphe de l'état d'avancement que nous avons consulté des experts en ressources humaines qui nous ont confirmé qu'il n'est pas possible d'évaluer le degré d'éthique d'une personne au moyen d'un examen écrit. Ce qui ne pose pas vraiment de problème parce que nous allons atteindre le même résultat, mais avec d'autres moyens que nous voyons à l'écran, soit des tests psychométriques, enquêtes d'accréditation et des cours préalables en éthique. Le mandat 36 est de mettre en place des moyens favorisant une collaboration accrue avec le syndicat des policiers et policières du SPVM. Il y a eu reprise des réunions du comité de relations de travail, ce qui est bon signe, ce qui nous permet de régler des situations ensemble avant de les envoyer dans différentes instances. Le mandat 37, maintenant, le but de ce mandat était de mettre en place un plan de relève afin d'optimiser le processus d'identification de la relève au niveau des cadres et ainsi diminuer la subjectivité des choix. C'est un mandat réalisé et qui est très important dans le contexte du départ. Maintenant, je vous avais parlé de 57 cadres jusqu'en 2020. Maintenant, on est rendu à 63 cadres d'ici 2021. Et je vous dirais que vous allez voir peut-être dans les médias dans les prochains jours, on a nos chefs de division, on a des cadres au niveau inspecteur-chef. Il y en a 4-5 qui vont quitter d'ici la fin du mois pour occuper différents emplois à dans d'autres villes. Donc, il y a un lien direct à faire avec le mandat numéro 6 qui visait à accompagner les cadres dans la préparation de leur objectif de performance et le développement d'un programme de mentorat pour les cadres. Nous arrivons au dernier mandat, soit le mandat 38, qui vise somme toute à décloisonner le travail en gendarmerie et le travail aux enquêtes. Cela va nous donner plus de flexibilité dans la gestion du personnel cadre, qui pourra ainsi plus facilement passer de la gendarmerie aux enquêtes et vice-versa, selon les besoins opérationnels. Voilà qui met fin à ma présentation, Madame la Présidente, et avant de passer à la période de questions, permettez-moi de conclure de la manière suivante. Tout ce que je viens de vous présenter repose sur 3 piliers. La transformation de la culture, de la gouvernance et de la structure du SPVM. Je suis convaincu, et mon équipe l'est aussi, que toutes ces mesures vont agir positivement sur la confiance des citoyens envers le SPVM. Et ce n'est pas seulement une question de réorganisation, de structure ou de changement dans notre fonctionnement. C'est aussi une question d'avenir pour la sécurité publique à Montréal parce que la confiance des citoyens donne toute la légitimité aux interventions policières dans les quartiers, ce qui assure la sécurité de nos interventions tant pour la population que pour les policiers. La confiance est le point de départ qui permet le dialogue et ouvre la porte aux actions de prévention de la criminalité. C'est aussi la condition première pour la compréhension de la réalité dans les quartiers et celle du travail policier. Toutes les actions à poser découlant des 38 mandats sont claires et mon équipe est mobilisée. Je viens d'ailleurs de compléter une tournée dans toutes les divisions pour discuter du plan d'action avec le personnel et je peux vous dire que tout le monde est enthousiaste. On sent qu'il y a vraiment une prise en charge du plan, une appropriation du plan, et ça vient démontrer que l'SPVM est capable de se prendre en main pour faire face aux différentes situations qu'il rencontre.
Je tiens d'ailleurs à saluer le travail de tous mes gestionnaires qui collaborent pleinement à la réalisation de ce plan d'action. Le SPVM en sortira gagnant et les citoyens également. Je vous remercie de votre attention. Je suis maintenant prêt à répondre à vos questions. Merci, M. Pichet, pour cette présentation. Je suis convaincue que mes collègues auront des questions. J'ai également deux personnes qui se sont inscrites, donc je vais les appeler à venir poser les questions. Juste avant de commencer, j'ai oublié tantôt, mais je tiens à le dire, à féliciter Mme Barthe pour sa nomination. Je pense que c'est la première fois officiellement on pourra le faire ici à la Commission, mais c'est la première fois qu'une femme au service de police atteint un sommet aussi important. Donc, félicitations, Mme Barthe. Bonne chance. Puis on va aussi remercier M. Daramont qui va nous quitter, mais on a encore une couple de séances avant qu'il nous quitte de façon officielle. Donc, on aura le plaisir d'ici septembre de pouvoir le faire, M. Daramont. Il lui reste quelques dossiers à finaliser. Regardez, les gens vous C'était applaudissent. surtout votre nomination. Donc, nous allons commencer la période de questions. À indiquer que je vais vous demander de poser des questions sur le sujet d'aujourd'hui, parce que la commission est sur le rapport du lien de confiance avec le plan d'action. Donc, je vais commencer par M. Lanoux. Je vous permets 2 questions. M. Bonjour, Lanoux, Madame la allez-y. Présidente et membres de cette commission. Ma question ne sera peut-être pas Vous pouvez peut-être juste mettre le le micro sujet devant. d'aujourd'hui, mais ça ne sera pas long. Juste ordinairement, je suis toujours rapide. À certains coins de rue, il y a 3 ou 4 policiers pour la circulation. Un regarde le panneau et les autres attendent. Est-ce qu'il serait possible de former quelques agents de la circulation, des aubergines, pour les remplacer parce que 3 ou 4 policiers, c'est trop dispendieux. C'est tout. Merci, M. Lanoux. Même si ce n'est pas dans le sujet d'aujourd'hui, je fais une exception pour vous ce matin. Je vais demander quand même à M. Pichet de répondre à la question, mais je peux vous dire que c'est une préoccupation à la fois des membres de la commission, à la fois des élus du conseil municipal. À toutes les fois qu'on a la chance d'en parler, on en discute avec le service de police. Est-ce qu'on a une meilleure façon de le faire? Mais vous allez comprendre par l'explication de M. Pichet que ce n'est pas aussi simple que ça parce qu'il y a des règles, il y a une convention collective, il y a un syndicat, il y a des choses qui sont là-dedans qui font en sorte qu'on ne peut pas changer comme on le veut aussi rapidement. Mais M. Pichet, je vous laisse la parole. En fait, c'est une préoccupation qu'on a maintes et maintes fois amenée dans différentes tribunes. Je peux vous dire que, comme j'ai toujours dit, je suis convaincu qu'à certains coins de rue, ça prend des policiers. Dans d'autres coins de rue, il y a une analyse qui doit être faite. Je peux vous rappeler que dernièrement, dans la dernière année, on a fait des projets pilotes avec des cadets policiers à 5 intersections différentes. L'expérience a été concluante. Par contre, comme Mme la Présidente a dit, on est tenu avec des enjeux non pas légaux, mais des enjeux de convention collective. Puis vous comprendrez que présentement, il y a des discussions qui sont faites pour la négociation de la prochaine convention. Donc, je ne pourrais pas en dire plus, mais c'est une préoccupation qu'on partage et qu'on suit, et on essaie de faire des choses différemment. Merci, M. Pichet. C'est bon, M. Lanoux? Mon prochain intervenant, M. Robert Edgar, sur le sujet de ce matin. Oui, directeur Pichet, une de mes questions, c'était concernant comment le code de discipline ne tient plus compte de la réalité d'aujourd'hui, mais je pense que vous avez bien expliqué ça. Alors, je pense que je n'ai rien à ajouter à ça, mais j'ai une question concernant la discipline des agents d'SPVM et les médias sociaux. Vous avez parlé de quand il faut réviser la code pour que les policiers eux-mêmes ne peuvent pas dire certaines choses sur les réseaux sociaux. Mais de l'autre côté, quand une citoyenne, moi entre autres, prendre une vidéo d'un agent d'SPVM qui se comporte dans une façon qui manque de le professionnalisme, etc., et c'est mis sur YouTube. Est-ce que l'SPVM, quand c'est vu par l'SPVM, est-ce qu'il y a de discipline interne? Ça veut dire que même si la citoyenne ne fait absolument rien pour porter plainte, si vous voyez une vidéo d'un agent d'SPVM qui se comporte quand je vais dire dans une façon pas professionnelle, est-ce qu'il y a quand même un suivi?
En fait, oui, mais je vous dirais aussi en même temps, puis je vais faire référence à 2012, vous allez comprendre qu'en 2012, on a fait plusieurs interventions dans les manifestations. Vous n'avez pas idée de combien de vidéos qu'on nous a envoyées, qu'on a regardées, et ces vidéos-là étaient toutes analysées. Maintenant, je ne peux pas vous garantir que si la personne ne porte pas plainte, que nous, on va le voir, donc on va donner suite. Mais oui, si on voit de nous-mêmes une vidéo dans une plateforme web, on va faire l'investigation qui est nécessaire par rapport à ça. Donc, mais en faisant une plainte officielle, c'est sûr que ça vient donner une garantie qu'il va y avoir une suite, là. Mais nous, si on le voit, on va le faire, mais ça ne veut pas dire qu'on va toutes les voir. Merci, M. Pichet. Une autre question? C'est bon. Certainement, bien oui. OK, excuse parce que je suis juste un petit peu perdu. Je vais juste voir les autres choses. OK, oui, j'ai vu ça c'est le rapport de la dernière fois, j'ai vu ça. Mettre en place l'outil de suivi du traitement des événements enquêtés afin d'informer le citoyen de l'évolution de son dossier à chaque étape. Mais c'est pas clair à moi. C'est qui la citoyenne? Est-ce que ça parle des gens dans l'autre section, les avocats, les notaires, les juges, etc., ou est-ce que c'est n'importe quelle citoyenne qui peut qui peut regarder un dossier? Évidemment, il ne peut pas voir tout le dossier s'il est en investigation, mais est-ce qu'une citoyenne qui a un dossier, est-ce que la citoyenne est capable de voir le dossier? En fait, c'est simple. Non, c'est pas qu'on vous envoie le dossier. Par contre, si un citoyen fait une plainte, il va recevoir de façon automatique un courriel pour dire que sa plainte est maintenant rendue au département des enquêtes, qu'un contrôleur l'a vu, qu'il y a un enquêteur qui a été assigné. Et quand les démarches évoluent, le citoyen est tenu informé. Ce qu'on veut amener plus loin un jour, quand on parle de tracking d'une plainte, c'est comme si on enverrait un colis par UPS là, avec un code barre ou dans notre cas un numéro d'événement pour vraiment savoir où ce qui est rendu. Mais avant de faire ça, vous savez de façon automatique comme citoyen, à chaque fois que votre plainte passe une étape, vous êtes informé. Une autre question? Bon, Ou votre commentaire? dernière Oui, question. c'est ça. C'est plutôt un rappel. C'est un rappel de quelque chose que j'ai dit à la dernière séance. Je trouve ça très, très bien. Je pense que c'est un bon travail. Vous reconnaissez des problèmes et vous proposez des façons de les régler. Mais comme j'ai dit à la dernière réunion, ça, c'est surtout des choses à l'interne. Cette fois, ça comprend un peu les relations avec le public. Mais de l'autre côté, il y a plusieurs choses, comme vous avez parlé les manifestations, l'interaction avec la police dans ça, mais il y a d'autres choses aussi. Moi, je trouve pour l'instant qu'il y a beaucoup de citoyennes, moi inclus, qui sont déçus quand il y a un vol, si votre Audi est volé ou quelque chose d'une valeur de quelques mille dollars, mais pas 5 000. J'ai l'impression que la police ne fait pas grand-chose pour essayer de trouver la personne responsable puis le poursuivi en justice. Alors, ces choses-là ne sont pas dans le rapport. Est-ce que vous avez un plan d'action qui va à un plus grande envergure aussi? En fait, comme on vous parlait tantôt du bureau de service aux citoyens. C'est une voie que vous pouvez vous servir pour faire part de vos commentaires si vous pensez que le service que vous avez droit n'est pas à la hauteur. Mais en même temps, je viens de vous parler des suivis des plaintes. C'est sûr que dans une plainte en particulier, vous allez savoir automatiquement si vous faites voler quelque chose de 100 $, vous allez savoir votre plainte est rendue où. Mais en même temps, vous allez savoir si on n'a pas assez d'éléments pour l'enquêter aussi. Ce qui est important, c'est de bien communiquer les raisons pourquoi votre dossier est rendu à tel endroit, à tel ou tel endroit. Mais je vous rappelle une chose, c'est qu'il y a toujours des moyens, toujours des canaux pour communiquer avec le service de police, ne serait-ce que le bureau de service aux citoyens ou les différents postes de quartier. Il faut être sûr que notre préoccupation, c'est l'amélioration continue de nos façons de faire et surtout de bien servir les citoyens. Fait que pour nous, c'est important d'avoir ces commentaires-là. Et c'est pour ça que le bureau d'appréciation du citoyen, et lui, je comprends que présentement, on ne rappelle pas tous les gens qui ont des expériences, mais quand même, on est dans différents endroits pour s'assurer qu'ils ont eu un bon service et s'il y avait d'autres choses qu'eux voyaient pour améliorer le service.
Merci, M. On l'étend aussi aux enquêtes, comme M. Daramont vient de me spécifier. Merci beaucoup. Merci. Donc, je vais passer à la période de questions des membres du conseil. Donc, on fonctionne comme habituellement, 2 questions par personne, puis après ça, on refait un autre tour. Est-ce qu'il y a d'autres citoyens qui veulent parler? Le journaliste, vous allez avoir un point de presse après. C'est ce qui est prévu, là. Un journaliste est un citoyen. Parce que j'en ai un autre en haut aussi. Bien, ce sont des bons citoyens. Oui, mais c'est parce que c'est une séance pour les citoyens, le service de police. Ils se présentent comme journalistes. C'est un peu comme votre attaché politique la dernière fois. Ben, Fait que c'est pas c'est juste que je veux juste Selon moi, établir... c'est pas contradictoire. Non, c'est pas contradictoire, mais on va créer une jurisprudence à laquelle, dans toutes les commissions, lorsqu'on sait qu'il y a un point de presse après, les journalistes pourront poser l'ensemble de leurs questions à tous ceux qui sont là, plutôt que poser une question, parce que sinon... Mais je peux vous assurer qu'on va accorder à monsieur tout le temps nécessaire après pour répondre aux différentes questions, sans problème. Parfait. Merci beaucoup. C'est bon. Donc, je vais passer aux membres de la commission. À ma droite, monsieur le premier vice-président. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Je tiens à vous remercier. C'est un excellent rapport, très ambitieux. J'aime beaucoup tout l'aspect transparence qu'il y a dedans, où on peut suivre l'évolution de chacune des actions que vous proposez. Alors, chapeau. Vous le savez, on le dit aussi, tout le monde le dit, l'importance que la population, la confiance qu'elle doit avoir en son service de police. Alors, c'est mon impression très personnelle, mais je pense que c'est une réponse très adéquate avec tout ce qui vient d'arriver. Et je vous encourage, puis je vous félicite pour ça. 2 questions. Premièrement, c'était à l'action 14, la mise à jour du code de discipline. J'aimerais ça vous entendre un peu sur la question. Je croyais que les policiers n'avaient pas le droit d'avoir d'emploi en même temps. Ce que je comprends de ça, c'est que ça dépend de l'emploi en question. J'aimerais ça savoir un peu si un policier peut avoir un emploi temporaire pendant qu'il œuvre à titre de policier. En fait, oui, puis c'est un sujet qui a beaucoup fait jaser dernièrement, le double emploi. Il y a beaucoup d'intérêt aussi pour ça, à savoir notre position. Mais la loi de police nous empêche d'avoir des emplois spécifiques. Le code de discipline nous empêche d'avoir un double emploi spécifique, mais il n'est pas interdit d'avoir 2 emplois présentement dans ces différentes choses-là, la loi de police ou le règlement sur la discipline. Ce qui est important pour nous, comme j'ai déjà mentionné, c'est de s'assurer que ce double emploi-là ne vienne pas affecter la prestation de travail des policiers pendant qu'ils sont au service, là, sur les heures du service. Donc, puis il y a beaucoup, j'ai eu des statistiques dernièrement, je vous dirais que c'est large là, comme double emploi. Oui, ça peut être de l'enseignement, ça peut être agent immobilier, ça peut être un paquet de choses. On est en train présentement, M. Touchette est en train, parce que 2 formulaires. Il y a la déclaration annuelle, il y a une déclaration, aussitôt que tu as un double emploi, selon l'article 118, je pense, de la loi de police, il faut que tu déclares ton double emploi. Et à chaque année, au plus tard, 1er avril, il faut que tu déclares aussi si tu as encore un double emploi, commandeur, tu fais tout ça. On est en train de voir à faire un formulaire, s'assurer d'avoir le nombre d'heures qui sont consacrées à ce double ou ces doubles emplois-là, parce qu'on a des gens qui ont plus qu'un emploi, que 2 emplois, à part de celui-là. Et on veut s'assurer surtout que ça n'affecte pas la prestation de travail de nos gens. Oui, parfait. Merci. L'autre interrogation, c'était concernant l'activité, l'action 33, le réseau de sécurité. Vous parlez de groupes locaux de citoyens. Je comprends par ça donc que c'est les différentes associations communautaires qui œuvrent dans l'arrondissement où la ville y est. J'aimerais vous entendre. Il y a certains, en tout cas beaucoup de villes, mais je sais aussi certains arrondissements ont des corps de sécurité publique, des services de sécurité publique. J'aimerais ça savoir votre perception par rapport à ça. Est-ce que c'est un plus d'avoir ça dans votre communauté ou plutôt vous voyez ça comme quelque chose qui est un peu dérangeant? J'aimerais ça savoir un peu la perception du service de police par rapport à l'existence de groupes de sécurité publique. Ben non, je trouve pas ça dérangeant, et parce que je pense que, premièrement, la sécurité, c'est la préoccupation pas juste de la police, c'est celle des citoyens, mais surtout d'autres acteurs en matière de sécurité, que ce soit des gens de sécurité privée ou sécurité publique, comme il y a chez vous. Moi, personnellement, j'ai travaillé déjà à Pointe-Claire, Dorval, et il y avait des gens à Pointe-Claire qui étaient avec la sécurité publique de Pointe-Claire. C'est des gens avec qui on est capable de travailler puis d'être complémentaires dans les rôles qu'on a à jouer.
Donc, je pense que c'est des acteurs de plus dans la mission qu'on a. Il faut être capable de travailler ensemble. Merci. Merci. C'est tout. M. Chelsea. Merci beaucoup, M. Pichet, pour la présentation. Question rapide sur... vous avez mentionné la mise en place d'un guide d'accompagnement afin d'identifier des comportements à risque. Je pense qu'il est compris là. On est correct? OK. Pourriez-vous juste élaborer un peu là-dessus? Plus spécifiquement sur le type de formation que les agents vont recevoir. En fait, c'est un guide d'accompagnement pour aider nos gestionnaires justement à identifier certains comportements à risque. Je pense qu'on en a parlé la dernière fois à la CSP et on va vous faire une présentation spécifique. Mais grosso modo, c'est d'agir en prévention au lieu d'attendre qu'il y ait des écarts de comportement qu'on soit obligé de traiter en discipline ou en matière d'allégations criminelles. Donc, les gestionnaires, à tous les jours, voient leurs employés travailler et s'ils identifient un comportement à risque, c'est de faire en sorte d'accompagner l'employé pour faire de la prévention au lieu d'attendre qu'il y ait des comportements répréhensibles. Donc, il va y avoir aussi une formation qui va aller avec ce guide-là pour les personnes qui vont Exactement. l'utiliser. En fait, la formation, c'est de prendre le fameux guide et faire les séances pour expliquer comment ça fonctionne. Madame Brunet. Merci, Madame la Présidente. Merci, Monsieur Pichet, pour la présentation. Moi, je vous reviens peut-être plus au niveau de l'éthique. On en avait parlé lors de la première présentation du plan d'action, donc vous ne serez peut-être pas surpris du retour de ma question. Je pense que dans les liens de confiance qu'on doit avoir entre le SPVM et les citoyens, les deux éléments les plus importants, bien qu'ils ne sont pas les seuls, c'est certainement les communications et le sens éthique. Et à ce niveau, votre service actuellement compte une personne responsable à l'éthique pour tout un service qui est dans une période, je ne voudrais pas dire crise, mais qui est dans une période importante de son histoire et qui certainement peut amener des policiers à vouloir échanger, discuter, parler de différents sentiments qu'ils ont, des fois des doutes, sans être une certitude. C'est certain que quand on parle de légalité ou d'illégalité, la ligne est claire. Quand on parle d'éthique, on parle un peu plus d'un fil de fer qui, des fois, il y a des nuances, on n'est pas certain. C'est pas toujours possible de pouvoir en parler avec son supérieur, évidemment, parce que des fois, ça peut concerner, évidemment, cette personne-là. Vous nous avez mentionné que vous êtes toujours en train d'essayer de recruter l'expert en éthique. Il serait intéressant de vous entendre peut-être sur pourquoi c'est si long. En ce sens aussi, pourquoi vous n'allez pas chercher au moins des conseillers à l'éthique pour combler l'équipe actuellement et non pas attendre sans fin une réponse d'un expert qui va arriver à un moment, qui va prendre un temps d'analyse, etc., pour au moins, dans l'immédiat, s'il y a des gens au SPVM qui souhaitent parler, qui puissent être écoutés. En fait, pourquoi c'est si long que ça? Je vous dirais qu'il faudrait poser la question aux gens pourquoi ils ne veulent pas relever le défi de nous accompagner dans cette aventure-là. On a fait de multiples démarches, je vous le dis. On a rencontré beaucoup de gens, beaucoup d'universités, beaucoup de différentes personnes. Et bon, pour X raisons, les gens ne veulent pas embarquer. On en avait un au début qui était prêt à faire l'exercice, qui s'est retiré pour des raisons qui lui appartiennent et qu'on connaît. Maintenant, pourquoi tout de suite faire une action précipitée puis rajouter un conseiller ou faire un module éthique? Moi, je pense que ça prend un regard externe. Première des choses pour faire un état de situation ou un diagnostic. Et après ça, on va affecter les ressources qu'il faut pour donner suite à ces recommandations-là. C'est sûr que le volet éthique dans le travail qu'on fait, il est très important. Tantôt, je parlais de comportement à risque. C'est la même chose. Le même enjeu qu'on a là, c'est que quand on veut traiter un comportement en prévention, il faut aussi comprendre que le règlement sur la discipline oblige les policiers à dénoncer un comportement répréhensible. Donc, là aussi, il y a une ligne mince. Quand est-ce que le comportement est à risque ou devient répréhensible? Puis si on veut travailler en prévention, on ne veut pas aller en contravention du règlement de discipline qui nous oblige à dénoncer. On ne veut surtout pas se servir de cette démarche-là préventive pour peut-être une situation ultérieure qui surviendrait en discipline, là. Donc, il faut faire attention de la manière qu'on amène les choses.
je vais toucher du bois. J'ai hâte qu'on trouve quelqu'un qui va accepter de nous accompagner dans cette démarche-là. Et on continue les efforts dans ce sens-là. Merci. Je continue sur la même lignée pour être sûr de bien comprendre. Dans l'immédiat, aujourd'hui, il y a un policier dans un PDQ qui a un doute, puis il a besoin de pouvoir en parler. Il va vers qui? Il fait quoi? Il attend qu'il y ait un expert qui arrive? Mais ça dépend, un doute par rapport à quoi. Puis premièrement, il peut parler à son superviseur, puis si la situation concerne son superviseur, parce que là, on parle d'éthique. C'est sûr qu'à un moment donné, dans la pratique policière, avant de poser un geste ou si on voit une situation, la